Bonjour à tous, téléspectateurs de ABC Talk TV. Nous allons parler aujourd'hui d'un fléau social qui doit nous inquiéter. Que l'on soit parent ou que l'on soit un enfant, que l'on soit un adulte, on le voit partout dans notre société, il s'agit de l'obésité. Et pourquoi un cancérologue s'intéresse-t-il à l'obésité pour la voir disparaître ? C'est parce que le surpoids, le gras en particulier dans un corps dans lequel il y a de l'obésité, ce surpoids est cancérigène. Alors l'originalité, vous le savez d'ABC Talk, c'est que l'on peut inviter qui l'on veut. Et donc j'ai décidé d'inviter l'un de mes fils, Jean, qui est à la fois dans la diététique, diététicien, diplômé, micronutritionniste, enseignant à l'université, à l'école de nutrition holistique à Genève, et qui me parle souvent de ce sujet parce que je suis affolé. Alors, on va commencer par les statistiques. Et d'abord, Jean, je te remercie d'avoir pris le temps de venir jusqu'ici pour qu'on discute d'une manière sympa, pour apprendre à tous ceux qui nous écoutent qu'est-ce que c'est que l'obésité et comment peut-on la voir disparaître. Alors, regardez donc ces chiffres. Le surpoids qui concerne 47% des Français adultes, mais c'est absolument inquiétant. Alors, plus d'hommes, près de 37% que de femmes. Ça veut dire que les femmes font davantage attention. Et les hommes, si on avait les âges, je pense qu'on y mettrait beaucoup les âges de ma génération, un peu avant mon âge, un peu après. 17% de ceux qui sont donc en surpoids seraient obèses. 17,4% pour les femmes. Et là, un peu moins pour les hommes. Bon, disons que c'est exactement la même chose. Et si on regarde l'Organisation mondiale de la santé, elle nous dit que depuis 1975, le nombre des cas d'obésité a presque triplé à l'échelle planétaire. Alors d'où cela vient-il? Donc Jean, première des choses, beaucoup de gens qui disent oui, il y a de l'obésité dans ma famille, il y a de l'hérédité, il y a de la génétique. Alors, est-ce que tu penses que l'hérédité et la génétique, parce que si c'est ça, il va falloir vraiment aller rechercher des thérapeutiques anti-gènes de l'obésité, y a-t-il ou non un gène ou des gènes de l'obésité? Première question. Alors, je suis malheureusement pas très bien placé pour répondre puisque je ne suis pas généticien, mais à partir du moment où il y aurait un ou plusieurs gènes de l'obésité, ça voudrait dire que même en ayant une alimentation bien équilibrée, bien gérée, il serait possible d'être obèse, malgré tout. Or, ce n'est pas le cas. Systématiquement, quand on voit les habitudes alimentaires d'une personne qui est en obésité, il y a des problèmes très très nets. Il y a une alimentation qui est très déséquilibrée et le lien de cause à effet est assez évident. Donc, est-ce que vraiment l'obésité est une question de génétique? J'en suis pas très convaincu, encore que certaines personnes grossissent plus facilement que d'autres. Donc, peut-être que ces composantes-là pourraient y contribuer. Il faut aller rechercher beaucoup plus dans d'autres facteurs qui font partie de l'hérédité. Et dans l'hérédité, il n'y a pas que les gènes, il y a aussi les habitudes alimentaires et l'hygiène de vie. Voilà, c'est là les habitudes alimentaires familiales. Alors, dans l'obésité, ça veut dire qu'il y a trop de gras d'une manière générale. Le gras, on parle de cellules grasses ou adipocytes. Donc elles sont remplies de gras. Et comment remplit-on nos cellules de gras, de trop de gras? Ça vient de notre alimentation alors. C'est très important de bien resituer, comme tu le fais, le fond de la question. L'obésité, ça n'est pas juste une question de poids. Avoir un poids important, c'est des choses qui peuvent arriver chez des sportifs de haut niveau, dans le rugby, dans l'haltérophilie, qui ont des taux de masse grasse qui sont faibles, même parfois extrêmement faibles, et qui pourtant, si on fait le fameux calcul de l'indice de masse corporelle entre le poids et la taille au carré, eh bien on trouve des chiffres d'obésité alors que ces personnes-là ne sont pas du tout en obésité. Donc ça s'appelle l'IMC, et finalement tu es en train de dire que ça ne sert pas à grand chose, puisque ça peut nous tromper l'IMC
autant parler de la taille de la personne, de son poids et de sa corpulence. Oui, oui, c'est bien connu, hein, l'indice de masse corporelle est fortement remis en question pour l'évaluation de l'obésité. Le problème, c'est que c'est un indice qui a été créé par un statisticien, hein, donc M. Quetelet, et cet indice, il est très facile à appliquer d'un point de vue statistique. On récupère la taille, le poids des personnes, on fait un calcul très simple et on a des indices statistiques. Or maintenant, on se rend compte que c'est pas fidèle pour les raisons qu'on a expliquées, et donc on cherche à utiliser d'autres indices qui permettent de tenir compte de la répartition du tissu gras. Parce que l'obésité, on parle de surpoids, on parle d'obésité, dans la réalité, on rentre dans un phénomène qu'on devrait appeler les hyperadiposités, c'est-à-dire un tissu gras qui est trop développé, à cause d'un phénomène biologique qu'on connaît et qu'on sait expliquer. Et alors, chez l'enfant, nous avons également d'autres types de statistiques qui montrent que ça commence très tôt. Donc, si on peut faire passer cette image qui concerne les enfants, on va se rendre compte que, vous voyez, en 2013, 12% des enfants de grande section de maternelle étaient en surcharge pondérale et 3,5 étaient obèses. Non, c'est monumental. Et tout cela augmente avec l'âge. Et en 2015, donc c'est quand même pas très vieux, chez les enfants et les adolescents de 6 à 17 ans, le surpoids ou l'obésité concernait 16% des garçons, 18% des filles. Donc là, ça part très mal. Alors, genre, tu as des enfants et tu envoies les copains de tes enfants, etc., à l'école. Donc, si nous avons des chiffres comme ça, c'est très inquiétant pour l'avenir. Moi, je le dis en tant que cancérologue, mais d'ores et déjà, il y a un lien entre obésité et diabète. On voit aussi des laboratoires qui sont en train de dire, vous inquiétez pas, continuez à manger, on va vous donner un traitement pour stopper votre obésité. Alors, parlons un peu de tout ça pour voir comment voir clair dans ces éléments-là. Déjà, la première chose à comprendre, c'est que les enfants en surpoids d'aujourd'hui, ce seront les obèses de demain. Et les obèses d'aujourd'hui, les enfants obèses d'aujourd'hui, seront dans les obésités massives, morbides, dans les années à venir. Donc ils sont eh bien, proportionnellement plus nombreux que les adultes obèses maintenant. Donc ça veut dire que la situation, si rien ne change sérieusement, parce qu'il faut quand même reconnaître que tout ce qui a été mis en place n'a pas donné de très grands résultats puisque ça continue d'augmenter, eh bien la situation va continuer d'empirer. On a quand même près de 50% des adultes français qui sont en surpoids. Ça veut dire que l'obésité va concerner la moitié de la population française et probablement européenne dans la décennie qui va arriver peut-être. Donc c'est extrêmement grave parce que la question de l'obésité, le problème de l'obésité, ce n'est pas un problème esthétique. L'esthétique, si on se limitait à ça, il faudrait faire évoluer la mentalité des gens et apprendre aux gens à respecter les différences de celui qui est un peu moins maigre, un peu plus gros, etc. Parce que discriminer les gens pour ça, c'est malsain. Mais par contre, le problème de l'obésité, c'est un problème de santé à l'échelle individuelle et à l'échelle publique, parce que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire chronique. C'est inflammatoire chronique. Alors, ça veut bien dire que nous sommes dans une maladie. L'obésité est une maladie. Et j'aime beaucoup les deux termes inflammatoire et chronique, parce qu'inflammatoire, ça veut dire qu'il y a des aliments inflammatoires. Et c'est cela qu'il faut exprimer à tous ceux qui nous écoutent, de façon à ce qu'ils puissent se dire, attention, cet aliment-là que je prends d'une manière régulière et dont je me régale. Parce que très souvent, on est orienté par notre goût, par notre odorat, et donc si on doit consommer en excès ces aliments qui sont inflammatoires, on rentre dans la chronicité, et là, dans une maladie qui peut devenir extrêmement grave. Il y a une inflammation qui provient de deux choses. La première chose, c'est l'alimentation qui est pro-inflammatoire si elle est trop pauvre en vitamine C, donc en végétaux, en fruits, en légumes, si elle est trop riche en graisses saturées, si elle est trop riche en alors, viande. Graisse saturée, tout de suite, dis-nous un peu ce que c'est. C'est les graisses des animaux de terre essentiellement. Donc bœuf, porc, les produits laitiers contiennent des graisses saturées. Ça veut dire que ce n'est pas les animaux qui sont dans l'eau, ce n'est pas les poissons, ce n'est pas le gras de la mer, je dirais. Oui. Alors, la volaille contient moins de graisses saturées que les gros animaux de terre. Oui, le terme de viande blanche n'est pas très précis, mais quand on parle de volaille, on a un profil en acide gras qui est nettement meilleur que celui des viandes bovines, porcines ou même caprines ou ovines. Et le profil en acide gras le plus intéressant pour réduire l'inflammation, c'est les graisses végétales, les huiles d'olive, huile de colza, c'est notamment les huiles vierges première pression à froid qui vont apporter
des micronutriments anti-inflammatoires comme la vitamine E et comme les fameux oméga 3. Donc ça, c'est le versant alimentaire de ce qui peut générer ou pas de l'inflammation. Dans l'obésité, il y a un autre problème, c'est que quand on est dans une hyperadiposité, donc un excessif développement de tissu gras, selon sa localisation, il va être plus ou moins pro-inflammatoire. C'est-à-dire qu'il faut comprendre que les cellules grasses, quand elles sont gorgées de graisse, quand elles sont trop développées, eh bien, elles sont en train de se transformer en un tissu endocrinien qui envoie des messagers pro-inflammatoires que les scientifiques connaissent. Et c'est pour cette raison-là que les spécialistes dans la littérature scientifique disent clairement que l'obésité, c'est une maladie inflammatoire chronique. Et endocrinienne, parce que tu es en train de dire quelque chose de très important que j'avais vu il y a longtemps aux États-Unis, c'est que le tissu gras est une glande endocrine délétère. La thyroïde est une glande endocrine formidable, les ovaires idem, les testicules idem, les surrénales, mais le tissu gras, c'est une glande endocrine négative. Quand il est trop développé. Voilà, quand il est trop développé. Quand il est trop développé. Quand il est dans un développement normal, au contraire, il a des rôles physiologiques positifs. D'accord. Donc il faut en garder un peu. On sait qu'une personne qui a un taux de masse grasse trop faible sera en mauvaise santé. C'est pour ça que les sportifs de haut niveau qui doivent avoir un excellent rapport poids-puissance, ils essaient d'être maigres, mais quand ils arrivent à moins de 5% de masse grasse, ça commence à devenir un petit peu difficile. D'accord. Donc il faut être prudent et bien comprendre que c'est l'hyperadiposité, donc l'excès de tissu gras, qui est dangereuse. Alors, quelle est la répartition idéale pour toi? Tu as parlé de 5%, par exemple, pour des sportifs. La répartition idéale d'une personne qui n'est pas en surpoids et pas en obésité? Alors, 5% de masse grasse, c'est très maigre. C'est très très maigre. Dans le cyclisme professionnel, il y en a très peu qui sont maigres à ce point-là. En général, on va plutôt tourner autour de 6 à 8%. On considère que 15% de masse grasse, c'est quelque chose d'à peu près normal et on va parler d'obésité à partir du moment où le tissu gras va se rapprocher et dépasser les 30%. D'accord. Voilà. Dans la réalité, pour évaluer l'obésité, on devrait utiliser des outils d'évaluation du taux de masse grasse. Ça permettrait de diagnostiquer véritablement une obésité. Comment le faire? Et il faut des machines spéciales pour ça. Donc le plus facile à mettre en œuvre, c'est la bioimpédance-métrie. Chez mon pharmacien, je peux aller chez le pharmacien et sortir en disant voilà quel est mon taux de masse grasse? Alors je ne suis pas allé vérifier, mais je ne crois pas. Parce que c'est une machine qui coûte assez cher. Il me semble qu'on est entre 2 000 et 3 000 euros pour avoir une machine à bioimpédance-métrie multifréquence correcte. Et ça donne des résultats corrects. Et ça donne un résultat calculé parce qu'on fait passer un courant de faible intensité dans le corps. Ça, c'est chez le Toubib qu'on va avoir cet appareil. Oh, les diététiciens ont ça aussi, oui. D'accord. Tout à fait. Okay. Tout à fait. Okay. Voilà, mais ça reste un calcul, c'est des algorithmes. Donc, selon la machine, la fiabilité peut parfois être un peu mise en doute. L'examen qui permet de le calculer, qui fait référence, c'est des examens comme les DEXA Scan, qui coûtent extrêmement cher et qu'on ne peut pas faire en pratique courante. Ouais, donc, je dirais que la façon la plus simple de le vérifier, c'est de regarder la répartition de la masse adipeuse et notamment d'être prudent avec la masse adipeuse qui est répartie surtout dans le tronc. Alors, répartition, tu as déjà parlé un petit peu de la répartition, mais sans la donner. Ouais. Il y a le gynoïde, l'androïde, alors explique un peu ce que c'est tout ça. Alors, on a des classifications un petit peu plus fines que ça. Quand on a de l'obésité qui est développée de façon assez homogène dans le tissu sous-cutané, donc sous la peau un peu partout, eh bien c'est une obésité qui n'est pas excessivement pro-inflammatoire, sauf dans les obésités vraiment importantes. Quand on a une obésité qui est répartie au niveau du ventre, ce qu'on appelle l'obésité abdominale, elle est déjà plus dangereuse. C'est pour ça qu'on vérifie, on utilise beaucoup le rapport entre la taille et le périmètre abdominal. Surtout chez l'homme, ça, plutôt que chez la femme, non? Les deux. Les deux. Les deux. On a des outils de mesure qui sont les mêmes, mais des références de mesure qui sont différentes. Donc, madame, monsieur, vous allez prendre le centimètre et vous allez tourner ça autour de votre nombril. Voilà, sauf qu'il faut savoir bien le faire, sans trop retenir sa respiration, etc. Donc c'est toujours un petit peu délicat. Et puis je me mets à la place des personnes à qui on fait cette mesure-là. Ça peut être aussi assez désagréable. Oui, oui. Voilà. Alors quand on a l'œil un petit peu exercé, on peut voir s'il y a une obésité abdominale assez facilement, puisqu'il y a évidemment un abdomen, un ventre qui va être proéminent. Maintenant, il faut distinguer l'obésité abdominale de l'obésité viscérale, c'est-à-dire qu'il y a du gras. Elle est cachée celle-là, elle est dans le ventre. Oui, alors on voit un ventre qui est assez proéminent,
mais c'est une répartition du tissu gras qui est dans les viscères, c'est-à-dire dans le foie, la stéatose hépatique, le fameux foie gras. On peut en trouver dans le pancréas, on peut en trouver autour de l'intestin. De la prostate, voilà. Et ça, c'est le chemin du cancer prostatique. Hein. Ah bah, de toute façon, cette obésité viscérale, il n'y a pas plus pro-inflammatoire. C'est l'un des facteurs de risque les plus importants d'un point de vue cardiovasculaire, immunitaire et cancérologique, comme tu le sais très bien. Alors, ne restons pas que chez l'homme avec le cancer de la prostate, parce que je peux affirmer, j'en vois régulièrement et beaucoup trop souvent, des hommes qui font des cancers de la prostate et qui ont une obésité viscérale incontestable alors que je ne vois pas l'intérieur de leur ventre. Mais on est capable de l'imaginer. Par contre, chez la femme, eh bien, ce sont les glandes mammaires et des glandes mammaires au-delà de la ménopause où il y a une réduction de la quantité du tissu glandulaire du sein et une augmentation, un remplacement de ce tissu glandulaire par du gras, il y a là un risque d'augmentation des cancers du sein. Ça, c'est sûr. Donc, on retrouve ce gras aussi bien pour le cancer de cette glande qu'est la prostate que pour les glandes mammaires chez la femme. Il y a des risques tout à fait comparables, effectivement. On augmente le risque de cancer du côlon, du rectum, cancer du sein, tous azimuts. On augmente aussi le risque de pathologies neurodégénératives dans les obésités, surtout si elles sont importantes. Donc quoi qu'il arrive, c'est vraiment, quand on dit que c'est une maladie inflammatoire chronique, ça veut dire qu'il y a le feu en permanence qui couve, qui est là et qui fait un travail de sape extrêmement néfaste. Oui, mais alors, je trouve que l'expression est très bonne, le feu qui couvre, mais comment dire aux gens, attention, madame, monsieur, gentiment, vous avez le feu qui couvre, il va falloir changer. Donc, essayons de voir comment on devient obèse. Première des choses, parce que si je sais comment je peux devenir obèse, je vais savoir comment éviter de devenir obèse. Je voudrais faire une petite parenthèse avant ça. Oui. Quand on dit l'obésité, c'est une maladie inflammatoire chronique, c'est quelque chose. Il faut faire un petit arrêt sur image parce que quand on parle d'une maladie inflammatoire chronique, c'est quelque chose quand même de très précis et de grave. Dans les maladies inflammatoires chroniques intestinales, il y a des maladies qui ne sont pas anodines, que tu connais très bien. La maladie de Crohn, la rectocolite hémorragique, la polyarthrite rhumatoïde, c'est des maladies qui sont des cauchemars et qu'on souhaite à personne. L'obésité, c'est une pathologie inflammatoire chronique parce qu'on peut le voir si le médecin prescrit une analyse avec la mesure de certains paramètres inflammatoires. On va voir que ces paramètres-là sont très clairement au-dessus de la norme, mais les personnes obèses le savent, elles ont des douleurs diffuses, un petit peu partout au niveau des articulations, et pas uniquement aux genoux, parce qu'on dit souvent, oui, c'est l'excès de poids qui fait forcer sur les genoux, mais il y a des douleurs au niveau des poignets, au niveau des doigts, au niveau des épaules. Dans les zones articulaires, qu'elles portent ou qu'elles ne portent pas. Tendineuses, articulaires, etc., portées ou pas, exactement. Donc c'est bien parce que le tissu gras est là, qui maintient le feu, qui est un véritable incendiaire. Ça, c'est la chose importante à comprendre. Donc résoudre l'obésité, c'est se mettre à l'abri d'un très grand nombre de pathologies dont beaucoup sont des pathologies graves. Ça, donc des pathologies auto-immunes qui peuvent évoluer vers le cancer dans la mesure où elles sont chroniques. C'est la chronicité qui fait que. Bon, donc alors, je ne suis pas obèse, enfin je ne crois pas, donc je veux devenir obèse, qu'est-ce que je vais faire? Je vais changer mes habitudes alimentaires, ça c'est clair. Oui, il va falloir changer, il va falloir t'y mettre, oui. Parce que là on en est loin. Alors pour devenir obèse, il faut avoir une alimentation qui provoque un climat hormonal favorisant le stockage. Et le climat hormonal qui favorise le stockage, c'est ce qu'on appelle l'hyperinsulinisme. On parle parfois aussi de résistance. L'insuline, ça rappelle diabète, tout ça. Oui, ça fait penser au diabète. Nous expliquer ça. Ouais. Bon. Alors, l'insuline, c'est une hormone qui est produite par le pancréas et qui a pour rôle, quand le taux de glucose présent dans le sang, ce qu'on appelle la glycémie, quand le taux de glucose dans le sang augmente, comme avoir trop de glucose dans le sang, c'est quelque chose qui à long terme va être dangereux, on va automatiquement produire de l'insuline qui est là pour le faire stocker. L'insuline, c'est l'hormone du stockage. Ce qui se passe, c'est que plus on mange des aliments qui font monter la glycémie, plus on va produire une quantité d'insuline croissante. Dans les ateliers, on va stocker un peu plus. Et on va stocker d'autant plus. Dans les ateliers d'éducation thérapeutique pour les patients diabétiques de type 1, donc ils sont obligés de supplémenter en insuline, c'est obligatoire. Sans ça, ils sont à très grand risque. C'est l'insulinothérapie. C'est l'insulinothérapie. On leur explique qu'ils vont devoir s'injecter une quantité d'insuline proportionnée à la quantité d'aliments glucidiques qu'ils vont prendre.
Voilà. Donc il faut comprendre que plus on a une alimentation riche en sources de glucose, plus on va avoir cet hyperinsulinisme directement provoqué par l'alimentation. Une banane va demander une certaine quantité d'insuline parce qu'il y a du sucre dans la banane. Ça dépend de la quantité de banane qu'on consomme. Voilà. Alors maintenant, le terme de sucre que tu utilises, le problème c'est que c'est un terme qui n'est pas précis. Oui. Parce qu'il y a différents types de sucre. Alors il y a une époque où on parlait de sucre lent et de sucre rapide, maintenant on a laissé tomber ça, on parle de glucides, on parle d'index glycémique plus ou moins élevé, Oui. ce qui permet d'être beaucoup plus pointu dans le conseil nutritionnel. Mais quand on parle de sucre, eh bien, on sous-entend normalement en biochimie des molécules de petite taille qui ont une saveur sucrée, dans lesquelles il y a le glucose, il y a le fructose, qui est un sucre qui est typique des fruits, mais dans les fruits on trouve aussi bien le glucose que le fructose. On en trouve d'autres comme le sorbitol par exemple, qui est particulièrement présent dans les prunes, dans les cerises, voilà. Et puis ensuite on peut trouver du maltose, on peut trouver le lactose qui est le sucre du lait. Donc le terme de sucre est un terme très vague au final. Tout ce qui est en ose, OSE, quoi. Voilà, tout à fait. Mais l'amylose, qui est l'autre nom de l'amidon, c'est pas un sucre, c'est un glucide complexe, mais qui en même temps est très facilement digéré par nos enzymes. Amylase, amidon, amylase. Exactement, et il est capable de faire monter la glycémie de façon très élevée. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de patients qui se retrouvent en obésité ou en diabète de type 2 qui disent « je ne comprends pas, je ne mange pas sucré, je ne mange pas de sucre, j'ai banni tous les produits sucrés, j'ai même arrêté les fruits ». Erreur. Ah, erreur au final, c'est important de le souligner. On va dire pourquoi. Voilà, mais et qui ne comprennent pas pourquoi ils deviennent obèses. Dans la réalité, l'obésité, il faut la trouver dans des aliments hyperglucidiques qui n'ont pas forcément la réputation de l'être. Les compotes. Alors Donc elles sont sucrées les compotes. Hein. Alors les compotes, elles sont sucrées, parfois il y a du sucre ajouté, parfois pas. Mais ce qui va être beaucoup plus piégeux, c'est ces aliments qui sont salés et qui sont très riches en amidon. Certains biscuits. Le pain déjà, hein. Ouais, voilà. Le pain blanc particulièrement, parce que moins on a de fibres, plus rapidement on fait monter la glycémie. Donc le pain blanc, les pâtes blanches, le pain de mie, on rajoute carrément du sucre dedans pour lui donner cette saveur très agréable qu'on lui connaît. Pain blanc, pain de mie sur le côté. Ouais, mais enfin on va en manger moins. Oui. Voilà, Oui. mais il faudra penser aussi aux pâtes blanches, Oui. aux frites. Oui. Qui ne sont pas si grasses que ça, qui sont par contre très très glucidiques. Elles sont bonnes quand même. Oui, c'est bien agréable. Oui. Après, faut en manger moins. Oui. Faut en manger moins, faut pas les manger seuls. Si on veut les goûter, c'est une fois par 15 jours, quoi, les frites. Par mois. Oui, je pense que c'est possible, mais il faut regarder ce qu'il y a autour. Parce que c'est pas juste les frites qui vont être responsables, c'est la globalité des habitudes alimentaires. Il ne faut pas tomber dans du réductionnisme où on fait retomber la faute sur un type d'aliment. Oui, c'est ça. Quel usage on en fait? Je mange plus de pain. Voilà, je ne mange plus de patates. Oui, c'est comme les gens qui font des régimes sans gluten et qui disent je ne comprends pas, je ne maigris pas. C'est deux choses totalement différentes. Voilà, ça n'a rien à voir avec le gluten, ça a à voir avec l'amidon. On a fait une lettre sur le gluten qui est très intéressante, qu'on a fait corriger par le boulanger de Cucugnan et qui nous a parlé de ce qu'il y a autour du gluten ou dans le pain qui s'appelle l'amidon. Ça, c'est extrêmement important. Les gens disent je suis intolérant ou allergique au gluten, alors qu'il n'y a pas d'allergie, il n'y a pas d'intolérance. En réalité, ils sont gavés par l'amidon qui leur fait prendre du poids, qui est au fond féculent, quoi. En fait, quand on parle de ces intolérances au gluten non cœliaques, c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Oui. On parle d'une intolérance au gluten, mais en fait, on oublie complètement que c'est une intolérance à la consommation de produits dérivés des céréales. Voilà. Sauf que dans les céréales, il n'y a pas que du gluten. Il y a une petite proportion de protéines qui sont transformées en gluten par l'association de l'eau, du pétrissage, et qui sont des aliments souvent qu'on fait lever avec des levures plutôt que du levain, ce qui change beaucoup. Ça, c'est encore un autre sujet, mais qui contiennent beaucoup plus d'amidon que ce que les céréales ne contenaient il y a 150 ou 200 ans quand on les consommait complètes, parce qu'on gardait les fibres dedans. Donc aujourd'hui... Fibres très importantes pour le microbiote, il faudra y venir. Très très important, ouais. Donc on se retrouve avec une alimentation qui apporte énormément d'amidon via non seulement le pain, mais aussi le riz, les patates, les frites, etc., tous ces produits dérivés, parce qu'on a accorder une place beaucoup trop importante aux féculents dans notre alimentation. Alors que la quantité de féculents que l'on consomme devrait être adaptée à notre niveau d'activité physique, comme c'est le cas avec tous les sportifs qui, de plus en plus, quand ils sont accompagnés par des nutritionnistes, comme je le fais, comme d'autres le font, se voient expliquer comment procéder à ce qu'on appelle la périodisation de l'apport glucidique. C'est-à-dire que s'il y a une journée, ils sont au repos, des glucides, à la limite, ils peuvent s'en passer.
Oui. Ils n'ont pas besoin d'en consommer. Quand ils vont faire l'étape demain matin, là, il faut qu'ils en prennent. Ah ben, un cycliste qui va faire l'étape du Tour de France, il faut qu'il ait de bonnes réserves de glycogène, donc il va falloir qu'il consomme une alimentation hyperglucidique Alors, glycogène, la veille. explique-nous le glycogène. Alors le glycogène, c'est la façon que l'on a de stocker du glucose dans le foie, jusqu'à peu près une centaine de grammes. Dans les muscles aussi. Et dans les muscles, Ouais. voilà. Sauf que dans les muscles, on peut en stocker une quantité qui est proportionnée à notre volume musculaire. Ouais. Donc, moins on est musclé et moins on a de place dans les muscles pour en stocker. Donc, du coup, C'est une belle logique d'ailleurs de santé, je trouve. Hein. Oui. Ouais, le tissu musculaire est souvent quelque chose qui perturbe un petit peu les patients en perte de poids. Quand on perd du poids et qu'on fait de l'activité physique, ce qui est la meilleure façon de faire, on se remuscle. Et le fait de se remuscler, malgré l'amincissement qui est visible parce que les vêtements deviennent plus larges, les gens sont désespérés parce qu'ils ont l'impression de prendre du poids. Ah oui. Alors qu'en fait, c'est simplement le fait que le tissu adipeux est plus riche en graisse et le tissu musculaire est plus riche en eau. Et donc, le tissu musculaire est plus lourd. Voilà. Et il vaut mieux être lourd de muscles qu'être lourd de graisse. Ça, Oui. c'est sûr. Oui. Par contre, on ne changera pas le système osseux. Parce que parfois, des gens te disent, oui, vous dites, je suis en surpoids, mais en réalité, j'ai un squelette lourd. Donc, ça leur permet de dire, vous savez, c'est pas du surpoids, c'est mon squelette qui est trop lourd. Tu y crois, tout ça? Je demande à vérifier. Oui. Beaucoup de dames qui disent ça. Dès qu'elles ont du surpoids, elles disent, mais mon père m'a dit que j'avais un squelette très lourd. Oui. Mais on peut pas non plus exclure les morphotypes. Il y a des personnes qui ont des physiques un petit peu plus trapus que les autres. Il y a des morphotypes. C'est sûr qu'on doit en tenir compte. Maintenant, la façon de vérifier est simple. Il faut vérifier s'il y a une hyperadiposité ou pas. Voilà. S'il y a une hyperadiposité, eh bien le squelette, il continuera de peser le même poids, mais du tissu adipeux, s'il y en a trop, il faut essayer de s'en débarrasser. Voilà, de le faire revenir, je dirais, à un taux normal. Revenons, on a quand même parlé de l'insuline, on a compris que l'insuline, elle est là avec le gras, avec le surpoids, avec l'obésité. C'est l'hormone du stockage, l'insuline. Voilà, hormone du stockage. Oui. Plus je consomme de féculents, de produits sucrés, à l'exception des fruits qui ont une saveur sucrée, mais qui sont peu sucrés, plus je consomme de ces féculents, pain blanc, pâte blanche, etc. Et moins je consomme le riz blanc, les frites, les chips, etc. Ou les choses trop cuites aussi. C'est un petit peu plus complexe, ça, mais oui, ça aide pas. Plus je vais maintenir un taux d'insuline plus élevé que la normale, et donc je vais stocker. Et c'est des choses qui sont mesurables dans une prise de sang. Et je vais stocker pour faire du gras. Sauf si je fais beaucoup d'activité phytique. Voilà, sauf si j'ai du sport. Un marathonien, un cycliste, un triathlète qui vont s'entraîner de façon quotidienne, voire pluriquotidienne. C'est 0,001% de la population. C'est un pourcentage très très faible de la population et on ne peut pas demander à tout le monde de devenir un sportif de haut niveau. Donc c'est très important de bien comprendre que la première chose à faire, c'est ne pas culpabiliser. Parce que ce n'est pas juste une question de volonté, c'est souvent une question de disponibilité mentale, émotionnelle. L'alimentation, c'est quelque chose de profondément émotionnel. Il faut réussir à tenir dans ces changements alimentaires et qui parfois nous demandent d'arrêter de consommer ou de consommer beaucoup moins des aliments qui souvent nous rassurent. Parce que les aliments sucrés, eh bien, ils sont activateurs de ce que les neurologues connaissent bien, les fameux circuits de la récompense. Ils ont des petits effets, ou petits ou grands effets antidépresseurs aussi. Donc quand on est triste, c'est le vieux classique, on va finir avec le nez ou les mains dans le pot de Nutella ou dans les cubes de chocolat. Il faut essayer justement de trouver d'autres dans l'activité physique, quand j'arrive au sommet du Ventoux avec ta mère, j'ai aussi des neurotransmetteurs du plaisir. Oui. Mais j'en ai bavé quand même, tu comprends? Tout à fait. Bon. Tout à fait. Mais, étant donné que tu n'as pas d'hyperadiposité, tu n'as pas ton tissu adipeux qui te met dans un niveau inflammatoire comme ça. Tu es comme ça. Donc, quand tu vas monter au sommet du Ventoux, ton inflammation conséquente à l'effort, elle va monter comme ça. Mais celui qui est obèse, il va monter beaucoup plus haut que ça. Parce que dès qu'il fait un effort, l'inflammation générée par l'effort va être beaucoup plus importante. Donc ça leur demande un effort de volonté qui est beaucoup plus important, beaucoup plus exigeant. Et c'est là que je conseille chaudement aux personnes qui sont dans des obésités importantes de prendre un coach en activité sportive, un coaching pendant au moins les 6 premiers mois pour avoir quelqu'un qui les motive, qui les rassure, qui les encourage, qui mette en valeur tous les progrès qu'ils font. Parce que ça, c'est la seule façon de mettre en route un processus positif. Parce que sans ça, ces personnes-là vont avoir mal, j'ai trop mal et j'y arrive pas. Et si j'y arrive pas, j'ai aucune volonté. Et c'est la débandade. Et je déprime un peu plus. Alors que ce sont des personnes qui ont besoin qu'on leur entretienne un moral élevé. Il n'y a que comme ça que ça peut marcher. Et je pense que humainement,
c'est même une sorte de devoir déontologique des nutritionnistes d'encourager et de ne pas dire vous n'avez aucune volonté ou Dieu merci. Il faut y aller à petits pas et voilà. Progressivement. Bien respecter la personne. Oui, tout à fait. Bon, donc si je veux devenir obèse, je me gave de pain de mie. Oui. Je me gave de pain blanc. Je sucre tous mes cafés, tout mon chocolat. Je sucre à mort, quoi. Oui, beaucoup. Et puis je bouge pas. Ah, surtout ne pas bouger. Ouais, surtout pas bouger. Voilà. Alors tu peux boire des jus de fruits. Ah oui, Coca-Cola. Ah, Mais Coca-Cola, il va sponsoriser, j'ai vu les Jeux Olympiques, on se fout de nous, quoi. À moins que ce soit un nouveau Coca-Cola. Ouais, non, ça ne sait jamais. Ouais. Oui. Non, j'ai un petit avis là-dessus. Je pense Oui. que ces industries-là ont tout intérêt à montrer que les sportifs boivent du coca et ne sont pas obèses pour autant, sauf que pour eux, boire du Coca-Cola, ça n'a pas du tout le même effet que chez une personne sédentaire. Donc, le Coca-Cola, édulcoré ou pas, est clairement nocif pour la santé. J'en suis profondément convaincu et on devrait justement souligner ce qu'a proclamé l'OMS il n'y a pas longtemps. Les édulcorants ne sont pas une solution à l'obésité du tout. Les faux sucres. Les faux sucres, les édulcorants, c'est l'acésulfame K, c'est la stevia, c'est voilà. Même si le stéviol est d'origine naturelle, les édulcorants intenses, l'aspartame, etc., ce sont des édulcorants intenses qui sont 300 fois plus sucrés que le sucre. Et neurotoxiques. Et ils sont, alors souvent. Ils ont une toxicité qui se manifeste à différents niveaux et de toute façon, ils ne résolvent en aucun cas la problématique. Parce que le fait de consommer un produit sucré, eh bien, ça provoque déjà une production d'insuline par le pancréas. C'est ce qu'on appelle la phase céphalique de l'excrétion d'insuline. C'est publié depuis pas mal d'années et ça permet de comprendre pourquoi le fait d'avoir recours à des produits qui sont censés être entre guillemets zéro calorie, c'est un piège. Oui, c'est un piège. C'est un piège dans lequel il ne faut pas tomber. Et l'OMS recommande de cesser d'utiliser des édulcorants dans le suivi de l'obésité. C'est ce qu'ils appellent les light ou les zéro ceci, les zéro cela, quoi. C'est un peu ça, quoi. Tout à fait, tout à fait. Mais beaucoup de gens pensent que s'ils ont de l'obésité ou s'ils voient une personne qui est obèse ou en surpoids, ils pensent qu'ils mangent trop gras. Là, il y a une erreur fondamentale. Parce qu'ils se disent il a du gras parce qu'il bouffe gras. C'est faux. C'est le syndrome du copier-coller, ça. Oui. C'est le syndrome du copier-coller, c'est-à-dire qu'on se dit dans mon assiette j'ai du gras, je fais copier de l'assiette dans mon organisme et ça va faire stocker du gras. Sauf que ça ne se passe pas comme ça. Oui. C'est infiniment plus complexe et plus fascinant et plus beau. Heureusement d'ailleurs, on se rend compte que quand on va manger du sucre, on va le stocker sous forme de glycogène et quand il n'y a plus de place pour le stocker sous forme de glycogène, eh ben, l'insuline continuant d'être élevée, puisqu'on maintient une glycémie élevée, on va le transformer en triglycérides. Pour faire monter ces triglycérides dans le sang, il faut manger sucré et picoler un peu, ça aide. Parce que l'alcool. Alcool alors. Ouais, l'alcool. Ton whisky, qu'est-ce que tu conseilles? Tous fonctionnent. Tous fonctionnent. Le vin bien régulier, enfin quand même un verre de vin à chaque repas, ça ne va pas nous donner l'obésité, ça c'est pas vrai. Ah ben, oui. si on accompagne une alimentation qui est très riche en fruits et légumes, modérément riche en féculents selon le niveau d'activité physique et qu'on consomme un verre de vin rouge, un verre de taille standard, non, ballon. On a un verre ballon, voilà, pas un ballon de foot, mais voilà. Jouer au foot par contre. Mais oui, effectivement, il n'y a pas de raison que ce soit néfaste. On a plutôt tendance à penser que c'est positif sur la santé parce qu'il y a les antioxydants. Alors on n'a pas besoin de boire du vin rouge pour avoir du resveratrol. Bien sûr. On peut obtenir divers antioxydants dans l'huile d'olive, dans l'huile de colza, dans les fruits, dans les légumes. Mais le vin consommé dans ce cadre-là et dans ces quantités-là a plutôt tendance à être positif pour la santé. Alors hier j'étais à un mariage, on me dit combien je peux prendre de whisky par an. Oh bah, je dis écoutez, j'ai calculé, il y a 12 mois en une année, ça fait 12. Elle me dit pas plus. Pas plus. Bah, je dis oui, c'est déjà pas mal. Vous en prenez un par mois. Ah ben je pensais que je pouvais en prendre un par semaine. Oui, ils en voulaient 52 le gars. Bon. Mais le problème c'est qu'on se focalise sur le whisky et on ne pense pas à tout ce qui est consommé par ailleurs. Parce que si on consomme un whisky par semaine et qu'on boit rien d'autre, ça n'a pas le même impact que si on consomme 0 whisky et que on torpille une demi-bouteille tous les soirs. Oui, bien sûr. Alors, il y a une chose qui est importante aujourd'hui, on le voit dans le cadre de l'obésité, où la chirurgie est arrivée. Figure-toi que j'ai un collègue à Montpellier, qui est un type très doué, vraiment qui est prof spécialisé dans l'obésité. Alors,
Au début, quand je l'ai vu, je lui ai dit, écoute, c'est sympa, mais moi je peux aider les gens à réduire leur obésité en les envoyant à des personnes qui sont centrées justement sur la façon de s'alimenter pour leur expliquer pourquoi ils ont cet état d'obésité. Tu n'as pas besoin d'aller leur enlever la moitié de l'estomac ou d'aller leur mettre un ballon dans l'estomac ou d'utiliser des techniques. On appelle ça la chirurgie bariatrique. Ça fait très compliqué, mais on en voit de plus en plus. Et il a sans arrêt des personnes à opérer. Alors qu'est-ce que tu en penses? Parce que moi j'ai vu des pépins, on va en parler. Ben, ce que j'en pense, c'est qu'il y a d'autres solutions qui fonctionnent, mais que chez une personne qui est en obésité massive, avec un risque très très important pour sa santé, dans l'immédiat, oui. le cœur et pas que, hein, je comprends qu'on se pose la question, parce que c'est des personnes qui, bien souvent, ont déjà essayé des choses, ou alors sont dans un état psychologique d'un tel désarroi que... Mais j'y arriverai jamais, quoi. Oui, c'est ça, ouais. c'est ça. Maintenant, j'aimerais bien... poser la question, qu'est-ce qu'on a essayé? Est-ce qu'on a essayé de les amener à une alimentation qui puisse qui puisse les faire maigrir à satiété, ou est-ce qu'on a cherché à les affamer? Parce que affamer les gens, ça ne peut pas durer longtemps. J'y crois pas une seconde. On va les démotiver, ils vont avoir de plus en plus faim, et la frustration n'est pas une voie qui me semble tenable dans le long terme. Or, ces personnes-là, elles ont une alimentation qui est extrêmement déséquilibré, gravement déséquilibré, et la conséquence, c'est un délabrement métabolique profond, comme le dit un ami neurologue qui m'envoie régulièrement des patients. Et ce délabrement métabolique profond, il est causé par l'alimentation. Donc l'alimentation est la cause, donc le changement d'alimentation est la solution. Mais il faut que ça puisse se faire à satiété, il faut que ces personnes-là soient soutenues, accompagnées. Et parfois, c'est un problème de moyens aussi, c'est sûr que ça ne facilite pas les choses. Et donc, on aurait facilement tendance à penser que la chirurgie bariatrique, effectivement, qui est sacrément efficace pour faire perdre du poids très très vite aux gens, de façon presque trop rapide, puisque je sais qu'il y a un taux de suicide quand même fort, important, je crois que c'est de l'ordre de 7%, eh bien, Tu veux dire après cette chirurgie-là? suite à la chirurgie, C'est oui. que ça va pas, il y a des complications. C'est qu'il y a des complications, et surtout, ce sont des personnes qui ont toujours aussi faim au début, Oui, oui, oui. mais qui ne peuvent pas manger. Et je pense que c'est quelque chose qui les met dans une difficulté psychologique très très importante. Désarroi. D'ailleurs, il y a un suivi psychologique, en diététique, etc., qui est censé être mis en place. Le problème, c'est que la chirurgie bariatrique, pour ce que j'en ai compris, c'est pas mon métier, mais elle est assez mutilante d'un point de vue digestif, et elle demande qu'il y ait quand même souvent des supplémentations. Alors je crois que ça dépend des techniques, mais des supplémentations notamment en vitamine B12, puisque dans beaucoup de cas, selon les techniques, c'est l'estomac qui n'est plus sollicité, qui ne fonctionne plus, donc on perd la capacité d'absorber la vitamine B12. Voilà. Et puis il y a cette phase où les gens sont absolument affamés, mais tout aliment ingéré en trop va tout de suite les mettre dans un tel état qu'ils ne vont plus le faire. Mais c'est quelque chose de très très difficile à vivre, et qui n'est pas sans récidive en fait. Au contraire même, il y a des récidives qui sont relativement fréquentes. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais les récidives existent. Et dans la réalité, il faut savoir que même en ayant un estomac très petit, si vous recommencez à boire du soda, des jus de fruits, plutôt que de manger des fruits, des légumes, etc., c'est-à-dire des aliments qui vous apportent beaucoup d'eau, des fibres, donc des choses qui occupent de la place et qui sont en l'occurrence peu caloriques, mais ensuite qui vous apportent de la vitamine C, des minéraux, etc., si vous ne changez pas votre modèle alimentaire, vous allez finir par repartir dans un nouveau processus qui vous amènera au surpoids puis à l'obésité. Alors, est-ce que tous les gens qui ont du surpoids pour aller vers l'obésité se retrouvent nécessairement avec un foie gras pour toi, qu'on verra par échographie, par scanner, avec des bilans biologiques précis? Est-ce que ce foie gras, la stéatose hépatique non alcoolique, ou l'hépatite non alcoolique stéatosique, ce qui revient à dire foie gras au fond. Sauf qu'il y a de l'inflammation, il y a le côté hépatite avec. C'est ça, sur le foie, qui fatigue, avec des taux d'enzymes qui sont élevés, le foie qui parle à sa façon. Les gens sont fatigués, font la sieste, ont la tête qui tombe, etc. Est-ce que toute personne qui est dans un état de surpoids obésité va, tu penses, au foie gras? Pas forcément. Ouais. Pas forcément, mais je suis assez convaincu que toutes les personnes qui ont passé le cap de l'obésité
y sont déjà. Mais il y a des personnes qui n'y sont pas encore, qui sont déjà en stéatose hépatique. D'accord. On appelle ça la maladie du soda. En fait, ce qui va favoriser l'apparition de la stéatose hépatique, donc le fait d'accumuler du gras dans le foie, ce qui est un processus réversible, hein, c'est quand l'inflammation provoquée par la stéatose arrive à la cirrhose qu'on n'est plus dans le Là, c'est réversible. plus réversible, c'est Voilà. trop tard. C'est comme une cirrhose alcoolique. Tu quoi. confirmes donc. Oui. Donc, du coup, ce qui amène à la stéatose hépatique non alcoolique, donc il n'y a pas une grande consommation d'alcool, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en a pas, ça peut y participer un peu, mais ce n'est pas la cause numéro un. C'est souvent des personnes qui consomment beaucoup de soda, on appelle ça la maladie du soda, ou de jus de fruits. Pourquoi? Mais en grande quantité. Alors, pourquoi Des jus de fruits du commerce, pas des jus de fruits avec le citron ou l'orange pressé. Quoi. Alors, il y a des petites différences. Maintenant, il faut quand même avoir conscience que quand on fait un jus de fruits pressé, même s'il est fait maison, on enlève les fibres. Oui. Et quand on enlève les fibres, on enlève ce qui va ralentir l'absorption des sucres contenus dans les fruits. Donc, ce n'est pas une question de mauvais ou de bon sucre, c'est est-ce qu'il y a quelque chose qui va en réguler l'absorption. Quand on mange un fruit, une pomme par exemple, oui, il y a un petit peu de glucose, oui, il y a un petit peu de fructose, mais on a un total de sucre qui va être aux alentours de 10 à 13%, et on a quand même entre 1,5 g et 2 g de fibres dedans. Surtout pour 100 grammes. Pour 100 grammes. Pour 100 grammes de pommes. Donc, votre pomme, elle va vous apporter des fibres qui vont permettre de faire en sorte que l'absorption de cette faible quantité, puisqu'il y a 85-86% d'eau, que cette faible quantité de sucre soit absorbée lentement. Donc, ça veut dire que ça passe dans le sang à une vitesse qui est suffisamment lente pour que le foie ne soit pas submergé. C'est là qu'on peut dire que c'est un sucre lent, parce qu'il passe lentement. Quoi. Oui. C'est pas que c'est un sucre lent, c'est que c'est un sucre qui est ralenti par d'autres éléments qui sont présents dans le totum, dans la totalité de l'aliment. Parle-nous justement des fibres, parce que moi je suis très très favorable à la consommation de fruits, de faire des repas de fruits, je ne vais pas dire en compote, mais des repas de fruits et des fibres, combien elles sont importantes pour notre immunité aussi. Parce que s'il y a de l'immunité, nous aurons moins de cancers. Et crois-moi, des cancers, on en a trop. Hein. Alors déjà, c'est très intéressant, c'est très instructif de voir ce qui se passe quand on enlève les fibres. Déjà, la glycémie monte beaucoup plus facilement. Pourquoi? C'est les abus. Quand on enlève les fibres. Oui. Quand on les enlève, oui. Tout à fait. Raisonnement par l'absurde. Quand on enlève les fibres, il se passe ça. Quand on enlève les fibres, le sucre du fruit, déjà on le concentre puisqu'on met plusieurs fruits pour obtenir un verre de jus. Donc on apporte plus de sucre et on apporte sans fibres. Donc il n'y a pas ces fibres qui sont là pour ralentir l'absorption du sucre. Ça c'est bon quand les gens sont en chimiothérapie où ils ont besoin de liquides, de minéraux, de vitamines et pas trop de fibres pour pas irriter le tube digestif. C'est des cas à part. Ouais, c'est à part. C'est vraiment des cas à part. Chimiothérapie, immunothérapie. Ça dépend des personnes et j'irai plutôt sur les jus de légumes plutôt que les jus de fruits parce que donner trop de sucre dans les cas de chimiothérapie, c'est pas forcément une très bonne idée, je pense. Donc des jus de betterave, des jus de légumes, quels qu'ils soient. Quoi. Plein de jus, il y a des personnes plus spécialisées que moi dans ce domaine-là, mais les jus de légumes, on peut utiliser à peu près ce qu'on veut comme légumes. Il y en a qui auront un goût plus agréable que d'autres. Hein. Clairement, le jus de brocoli, c'est pas génial. Voilà, donc ça, c'est encore un autre cas à part. Mais quand on apporte beaucoup de jus de fruits, au final, on apporte très peu de fibres, comme on l'a dit. On apporte beaucoup de sucre et ce sucre, en fait, il va arriver très rapidement au foie et le foie, du coup, va avoir une grande difficulté à le stocker, sous l'effet de l'insuline toujours, hein, puisqu'on maintient des taux d'insuline élevés. Et cette difficulté à le stocker va faire que, il va être obligé assez rapidement de le transformer en graisse. C'est-à-dire quand le glycogène a pris son stockage glycogénique en général pour une bonne semaine, au-delà de ce stockage, on passe au gras. Alors tu dis pour une semaine, mais parfois il peut être à peine suffisant pour aller courir des kilomètres. Hein, donc ça dépend du niveau d'activité. Je parle du gars qui est dans le sofa et qui ne fout rien, quoi. Non, mais en général, on l'utilise sur une journée, le glycogène hépatique. Selon ce qu'on fait, il est surtout là pour maintenir une glycémie normale. D'accord. Pour faire remonter la glycémie. Le problème, c'est qu'il y a des personnes qui grignotent beaucoup et qui ont des apports glucidiques permanents. Et eux, ils vont arriver en stéatose hépatique plus rapidement. Oui, parce qu'ils ont faim ou parce qu'ils sont anxieux, parce qu'il y a tout l'émotion là. Il y a le côté émotionnel, mais il y a aussi le fait que le sucre appelle le sucre. C'est-à-dire que quand on fait une hypoglycémie, le cerveau est en stress. Le cerveau, il va se mettre en alerte, parfois beaucoup plus précocement que ce qu'on pense. Il va se mettre en alerte sans que la glycémie soit forcément déjà très basse.
Oui, à 0,95, alerte peut-être. Ben, ça dépend d'où il est descendu. S'il est descendu de 1,8 en 10 minutes à 0,95, oui, ça va. La vitesse de la descente. C'est la vitesse, c'est la pente avec laquelle la glycémie descend qui fait réagir le cerveau d'autant plus fort. D'accord. Donc du coup, ben, imagine, tu prends un petit déjeuner très sucré, pain blanc, confiture, tu enlèves le beurre, pas d'huile d'olive, rien du tout. Voilà, et puis ensuite un café sucré, et puis un grand verre de jus de fruits, de préférence du commerce, parce qu'il y a, voilà, un taux de sucre qui peut être plus important puisque c'est du concentré de jus, hein, quand même, hein, c'est fait à partir de concentré. Bon, bah là, du coup, je suis prêt à tenir le pari. Je pense qu'une heure et demie après, tu feras une hypoglycémie. Mais ça m'est arrivé. Je te raconte, je fais un petit déjeuner dans un excellent hôtel, restaurant avec ta mère, etc. On partait à l'étranger. Et puis il y avait des kilomètres à faire dans l'aéroport, tu sais ce que c'est quoi. Et donc j'avais pris croissant, j'avais pris jus de fruits, j'avais pris tout ça. Et une heure après, je dis à ta mère, je vais pas bien. Qu'est-ce que tu as? J'ai les jambes qui flageolent. Tu vois? Bon là j'ai compris. Hein. À partir de ce moment-là, j'ai dit terminer ce genre de truc. Elle était contente. Hein. Elle était contente parce qu'elle me l'avait dit, tu vas avoir ci, tu vas avoir ça. Les femmes, elles ont souvent raison. Hein. Et les hommes sont gourmands. Oui. C'est un grand classique en fait. Plus on consomme des aliments sucrés, plus on va provoquer ce qu'on appelle des hypoglycémies réactionnelles. Et ça nous fait manger d'autant plus. Et en montant dans le train, je regardais une énième étude sur ce sujet-là qui montre que le fait de faire un petit déjeuner pauvre en glucides, donc manger un fruit frais de saison, plutôt éviter la banane parce qu'elle est riche en amidon, on la mettra plutôt si on va aller faire du sport, mais voilà, en ce moment on commence à avoir des pêches, des nectarines, etc., des abricots. Voilà. Des pommes quand même encore, il y en a. Oui, il y en a, on en a un petit peu toute l'année, donc pourquoi pas. Et ensuite consommer, comme tu le recommandes, hein, voilà, 2 œufs au plat. Je les ai pris ce matin, hein, à 6h15. Hein. Est-ce que tu as mangé 6 noix? Non, les noix, il n'y en avait pas. Bon, parce que on n'était pas avec les noix. Mais j'ai pris mes 2 œufs. J'ai pris mon huile d'olive sur les tartines de sarrasin, quand même. J'ai pris ma pomme. Et puis avant de partir, quand même, c'était un peu tôt. Je me suis pris un bon petit café, quand même. Voilà. Et avant, j'ai oublié de te dire, le cacao. Mais pas au lait. Cacao avec de l'eau, 100%. Cacao amer. Ah oui, amer. Mais mon foie s'est régalé, franchement. Non, mais quand tu prends un petit déjeuner comme ça, tu ne feras pas d'hypoglycémie réactionnelle. Voilà, et je pense que quand on s'est mis à table tout à l'heure, tu n'avais pas spécialement faim. Ah non, pas du tout. Bah moi non plus. Mais c'était sympa quand même. Hein. Oui, très sympa. Mais voilà, du coup, cette étude montrait que le fait d'avoir un petit déjeuner pauvre en carbohydrates, plus riche en bonne graisse, hein, faut pas manger n'importe quoi, et c'est pour ça que j'ai parlé des noix, et plus riche en protéines, permet d'avoir une satiété qui dure beaucoup plus longtemps. Et du coup, le grignotage n'apparaît plus nécessaire. Alors, dis-moi, on n'est pas très loin de la fin de cette émission, donc là où j'ai beaucoup d'inquiétudes, parce que encore à un mariage, je voyais une personne qui me disait qu'elle se régalait de produits laitiers. Mais c'était le gavage. Quand j'ai interrogé sur la quantité de yaourt qu'elle prenait, sur le fromage qu'elle prenait, elle était, je dirais, le petit veau sous la mer. Voilà. Et c'était que des produits laitiers dont elle se régalait, avec manifestement un état de santé qui n'était pas tout à fait génial, rien qu'à la voir, il n'y avait pas besoin de trop l'interroger. Mais qu'est-ce que tu conseilles là-dedans? Parce qu'il y a beaucoup d'abus, il y a des pubs énormes. Et ensuite, on va terminer sur ce qu'on appelle la poule aux œufs d'or pour certains laboratoires qui sont très heureux qu'il y ait beaucoup d'obésité pour pouvoir donner la pilule contre l'obésité. Alors d'abord, produits laitiers. Sur les produits laitiers, le problème c'est qu'on voudrait que ce soit un sujet clivant et ce n'est pas forcément un sujet clivant. Parce que les dérivés du lait sont nombreux dans notre culture. On dit que, voilà, je crois que c'était De Gaulle qui disait que la France c'est un pays où il y a plus de 300 fromages, et donc c'est compliqué à gouverner. Je n'ai pas tout à fait compris le rapport, mais bon, pourquoi pas. C'est quelque chose qui fait partie de notre culture. Maintenant, il y a produits laitiers et produits laitiers. Le lait, on n'est pas fait pour en consommer des grandes quantités. On a un estomac qui n'est pas fait comme celui du veau. On n'a pas les enzymes. On n'a pas les enzymes. On en a une, le veau il en a 2 et il nous en manque une. Donc du coup, il faut avoir conscience sinon on devient veau, quoi. Le lait, c'est un produit qui est difficile à digérer. On n'a pas la physiologie adaptée pour le digérer correctement. Le lait de maman pour bébé, oui. Ah bah oui, il a un profil nutritionnel qui n'a strictement rien à voir. Idéal. Il contient beaucoup plus de lactose, il a
un pourcentage entre les protéines de type caséine, globuline et lactosérum qui n'a strictement rien à voir. Et en plus de ça, les protéines sont différentes selon l'espèce. Et même d'une vache à l'autre. Plus les anticorps de la mère qui passent à travers son lait. C'est ça, exactement. Mais d'une vache à l'autre, on n'a même pas le même profil de protéines. Oui, bien sûr. Donc c'est là que le lait, personnellement, je ne suis pas pour la consommation de lait. Je pense que ce n'est pas nécessaire du tout. Donc tu as allaité tes enfants, enfin ta femme a allaité tes Oui, enfants. moi j'étais impuissant sur ce sujet-là, oui, tout à fait. Ouais. Oui. Et ils n'ont jamais consommé de lait. Et ils n'ont aucun problème de croissance. Hein. Ils sont même au-dessus de la moyenne, mais ça c'est plus parce que je fais 1m88 qu'autre chose. Oui. Voilà. Mais le lait lui-même, il pose un petit problème, c'est qu'il contient un facteur de croissance qui s'appelle IGF-1. Et je lisais encore une autre publication, c'est un peu une manie d'enseignant de se renseigner sur ce que publie la littérature scientifique, mais elle a une structure moléculaire a priori qui est très très proche de celle de l'insuline. Donc il est capable d'aller… Insuline, gros facteur de croissance insulinique. Voilà, facteur de croissance numéro insulinique. 2, bon, peu importe le chiffre. Là c'est le numéro 1. Ouais. Et donc il est capable de provoquer, le lait lui-même seul est capable de provoquer une poussée d'insuline et de favoriser la prise de poids. Voilà, surtout si vous allez et le après, sucré, etc. facteur de croissance cancer, mesdames, pour le sein, messieurs, pour la prostate. Attention, on voit des cancers de la prostate à 48 ans, alors qu'avant on les voyait à 80. On les voit très tôt. Pareil pour les cancers du sein. Évidemment qu'il y a d'autres causes, il y a des cocktails de causes. Donc sur les produits laitiers, tu es réservé. Je suis réservé sur le lait. Ouais. Sur le lait, le fait d'en abuser ne me semble pas du tout être une bonne idée. Sur les produits dérivés du lait, je suis plus mesuré. C'est vrai que… Fromage quand même, tu sympa. Ben oui, Ouais. c'est ça. Maintenant, Mais chèvre ou brebis alors? alors, pas que. Je pense qu'il faut déjà avoir conscience que le lait de toutes les vaches n'est pas le même. D'une espèce à l'autre, si on prend une Montbéliarde, une Jersey ou d'autres types de vaches, on n'a pas le même type de lait que celui des vaches de la grande industrie du lait qui utilise exclusivement ou presque de la Primolstein, qui est un lait qui est très abondant mais qui est de moins bonne qualité. Du coup, il y a des différences importantes. Oui, c'est 45, 60 litres par jour, quoi. Je ne sais pas exactement, mais c'est énorme. C'est vraiment très 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 rentable. Et parfois, il faut le dire à tous ceux qui nous écoutent, la vache qui donne son lait à son petit, le petit n'y est plus. C'est nous les petits. Et elle est déjà en cours d'une nouvelle gestation. Donc on se tape les hormones de la grossesse nouvelle de cet animal, tandis qu'elle est en train non pas d'allaiter son veau, mais de nous allaiter. Et tu sais qu'aux États-Unis, le diabète de type 3, c'est l'Alzheimer. C'est l'Alzheimer. Ça veut dire que ça nous permet d'avoir un cerveau de veau, tout simplement. Et ça, on ne le dit pas suffisamment, bien sûr. Hein. C'est le grand défaut des produits laitiers, c'est qu'ils contiennent beaucoup de graisses saturées. Voilà. C'est quasiment exclusivement des graisses saturées, même si on utilise des produits laitiers de filière un petit peu plus qualitative, il y aura très peu de graisses polyinsaturées. Et ces graisses saturées, on est capable de les synthétiser, donc on n'a pas besoin d'en apporter. L'autre problème, c'est que ces graisses saturées ont un effet néfaste sur l'absorption du calcium des produits laitiers. Donc c'est vrai qu'ils sont riches en calcium, mais on l'absorbe très mal à cause de ces graisses saturées. Alors on les laisse passer parce qu'il y a un intestin qui est poreux et à ce moment-là on va se retrouver avec du calcium un peu partout dans l'organisme. Oui, je ne sais pas si c'est aussi simple que ça, mais quoi qu'il en soit, la consommation de produits laitiers, je pense que on n'a pas absolument besoin de produits laitiers de façon quotidienne. Il n'y a aucun argument scientifique qui, à mon avis, tienne debout. J'ai beaucoup travaillé la question, vraiment je suis convaincu de ça. Ce n'est pas une nécessité. Il y a des personnes qui s'en passent totalement européens ou asiatiques ou peu importe. Les véganes s'en passent, hein. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a d'autres exemples non véganes. Et on voit très bien que ça n'est pas du tout néfaste pour la santé, pour peu qu'il y ait quand même un apport protéique suffisant. Bien sûr. Mais il y a beaucoup d'autres sources de protéines, qu'elles soient végétales ou animales, qui seront capables de faire aussi bien, sinon mieux. Voilà. Ensuite, quand on consomme des produits laitiers, ce qu'il faut, c'est qu'ils aient été suffisamment affinés pour que les micro-organismes qui se développent dans le produit laitier aient digéré ces facteurs de croissance. C'est ça, oui. Voilà. Donc, on va utiliser des produits laitiers qui ont été affinés plus longtemps. Voilà, on va choisir des produits laitiers. Donc, des fromages qui ont 1 an, 2 ans de à partir d'1 an, je pense que ça commence à être intéressant. Au-delà d'un an, oui. Voilà, oui, je dirais au-delà d'un an. Et puis, des produits laitiers issus du savoir-faire des artisans qui font des produits laitiers avec des appellations protégées et qui nous régalent depuis des siècles, quoi. Un peu comme le pain vivant, on peut parler du fromage vivant avec un microbiote
microbiote à l'intérieur qui Oui, oui. continue à digérer les protéines que notre corps a des difficultés lui-même à digérer. Absolument. Donc il y a une prédigestion dans le pain, il faudra qu'on fasse une émission là-dessus, comme il y a une prédigestion dans le fromage. Tout à fait. Ah, c'est ça. Et ce qui explique pourquoi d'ailleurs des fromages qui sont affinés pendant des temps très très importants comme le parmesan sont des fromages qui sont généralement les plus digestes. Alors on leur reproche d'être acidifiants, mais c'est le cas un petit peu de tous les Oui, fromages. oui. Mais ils sont beaucoup plus digestes et ils sont beaucoup moins allergisants. D'accord. Donc il faut au contraire laisser un petit peu les bactéries nous faciliter le travail. Moi, du fromage, j'en prends peut-être une fois par semaine, tu vois. Bon, tout va bien. J'ai Ouais. pas besoin d'en prendre tous les jours. Non. Parce qu'on me dit que je vais faire de l'ostéoporose, parce que maintenant on a foutu la trouille à toutes les femmes avec l'ostéoporose, on les fait trembler, et après comme les femmes commencent à prendre toutes des traitements qui servent à rien à mon avis contre l'ostéoporose, on nous le propose à nous les mecs, tu vois. Bon, or, en faisant du vélo, en faisant de l'activité physique, en ayant une bonne alimentation, on va vers la santé, soyons clairs. Bah, l'activité physique permet d'entretenir le renouvellement osseux, hein. C'est connu dans biologie cellulaire, c'est enseigné dès les premières années de médecine. Bien sûr. Donc voilà, le vélo n'est pas forcément l'idéal pour entretenir la masse osseuse, ou alors il faut avoir une cadence de pédalage faible. Voilà, mais l'activité physique, marcher avec des bâtons, aller prendre l'air, être en mouvement, c'est ce qui prévient le plus efficacement l'ostéoporose et ce qui prévient aussi le plus efficacement la perte de masse musculaire. Parce que quand on perd de la masse musculaire, on baisse son métabolisme de base, on favorise la prise de poids. C'est important de se muscler et de maintenir cette masse musculaire. Et en plus de ça, on augmente le risque de chute. Oui, On se rattrape en plus. moins facilement. Fracture du col du fémur. Et c'est là que tout dégringole. Voilà, tout à fait, tout à fait. Bon, ben, on a fait un grand tour quand même sur cette obésité. On a compris quels étaient les dangers, hein, avec les problèmes des maladies chroniques, des maladies auto-immunes, des cancers qui peuvent arriver en vieillissant, sachant que le cancer, c'est une maladie du vieillissement. Et en même temps, on a compris que le meilleur moyen, c'est peut-être de faire attention à son alimentation. Quand on est en surpoids, obésité, de se faire accompagner, coacher, comme on dit. Voilà. Et qu'est-ce que tu verrais comme conclusion sur un sujet important? Vraiment quelque chose un dernier conseil pour tous ceux qui sont avec ces difficultés-là, en dehors du fait que bon, ils vont souvent voir un médecin qui va prescrire un médicament. Tu sais, tu te souviens du Mediator, n'est-ce pas? Et qui était avec les laboratoires Servier. Et maintenant, c'est la poule aux œufs d'or, nous dit-on, aux États-Unis, en Norvège, où il y a tellement d'obésité qu'il suffira d'un médicament, une petite pilule, et on va vous réduire le problème. Tu y crois à tout ça? Je demande à voir. Ouais. Je demande à voir. Je pense que ça renverra le problème à plus tard. Voilà, c'est ça. Comme ça a été le cas de pas mal d'autres choses, et comme c'est le cas d'ailleurs avec dans beaucoup de cas, pas tous évidemment, hein, de la chirurgie bariatrique. Oui. On a des personnes qui sont retournées à l'obésité, certes plus lentement parce qu'ils mangeaient moins. Avec des cailloux dans la vésicule biliaire en plus. Peut-être, je ne savais pas, mais, Oui. mais probablement oui, que c'est possible aussi. Donc ça renvoie le problème à plus tard. La cause de cette épidémie mondiale d'obésité, c'est une alimentation qui est issue d'une industrie productiviste, Oui. qui ne cherche pas à faire de la qualité. C'est pas mais une agriculture, c'est une industrie productiviste. Oui, oui, tout à J'aime bien fait. l'expression. Ils cherchent à faire de la pseudo-qualité en argumentant du fait que c'est équilibré parce que c'est moins gras, etc. Alors qu'en fait, c'est pas le gras qui est responsable de la prise de poids, c'est les aliments trop riches en féculents. Certes, le fait de manger trop de mauvais gras ne vous aidera pas, bien sûr, on ne peut pas dire le contraire, mais le fait de manger Virer les sucres. plus gras, Virer les glucides en excès. réduisez les portions de féculents. Les féculents, on nous dit c'est 50% de l'apport calorique. Non, ça c'est pour un sportif. Et encore, je dirais un sportif de haut niveau, mais il faut réduire les quantités de féculents, beaucoup. Il faut mettre beaucoup plus de fruits, de légumes entiers, pas trop cuits, de mettre de l'huile d'olive. On sait que l'huile d'olive est capable Cuisson à la vapeur douce, hein, ça c'est clair. Oui, c'est un élément, je dirais que plutôt que de parler de vapeur douce qui peut être un petit peu limitant, il faut avoir des cuissons qui soient suffisamment courtes pour garder une texture croquante des aliments qui va permettre de mastiquer, de manger Al plus dente. lentement. Voilà, et qui va permettre de garder davantage de fibres parce que quand on cuit trop longtemps, les fibres qui biochimiquement sont des glucides vont faire monter aussi l'index glycémique. Donc, Si c'est trop cuit. Si c'est trop voilà, cuit. si c'est trop cuit, tout à fait. Donc,
c'est important de donner une part plus généreuse aux végétaux entiers dans notre alimentation. C'est une chose vraiment importante à comprendre. Et ainsi, par les fibres, vous aurez un microbiote de qualité, lequel microbiote digestif est à la base de tous vos autres microbiotes, qu'ils soient génital, qu'ils soient de la peau. Et récemment encore, on a trouvé peut-être probable, peut-être sûr, des éléments microbiotiques au niveau du cerveau pour protéger notre système neurologique, je dirais, en simplifiant. Donc le microbiote digestif est à la base de vos microbiotes, de vos défenses immunitaires et donc de votre santé. On est d'accord là-dessus? Oui, et puis je dirais une dernière chose importante, c'est donner plus de grâce, donner plus de place aux graisses, aux bonnes graisses. Oui, alors les bonnes graisses, cite-les. Les huiles végétales, bien sûr. colza. Olive, colza. Olive pour les cuissons en particulier, colza. Oui. Colza. Parce qu'elle apporte des oméga 3. Mais même sans faire que l'olive est excellente quand même. Oui, tout à fait. Elle est excellente, mais elle ne contient pas d'oméga 3. Donc il faut des huiles à oméga 3. C'est ça. Colza, noix, cameline, chanvre, les graines à oméga 3. Hein, donc, et puis les oméga 3 dans les poissons quand même, dans les sardines, dans les maquereaux, etc., dans le thon. Oui, tout à fait. Ce n'est pas les mêmes oméga 3. Ouais. C'est encore un autre vaste sujet. Mais on a besoin d'avoir les oméga 3 végétaux tous les jours. Et les oméga 3 de poisson, je dirais... 2 fois par semaine. Plus que ça. Hein. Poisson, c'est minimum 2 fois. Pour et si possible. Et pour la thyroïde. 3 voire 4. Hein. D'accord. Bon, ben voilà, je crois qu'on a dit des points essentiels. On aura certainement des questions qui nous reviendront par l'école que nous sommes en train de construire, c'est-à-dire par notre association Famille Santé Prévention, où vous pouvez parfaitement nous écrire, nous poser des questions. Et quand j'ai pas la compétence, ne vous inquiétez pas, j'appelle ceux qui ont la compétence, que ce soit sur le domaine de l'obésité, de la nutrition, Jean qui peut me répondre. Et puis sur des domaines plus compliqués où je n'ai pas la compétence, eh bien j'ai beaucoup de collègues que j'appelle et qui ont beaucoup de, je dirais, de compréhension pour pouvoir nous donner des conseils que je transmets ensuite à tous les patients qui le demandent. Voilà. Eh bien écoutez Jean, un très grand merci pour ta présence. Avec plaisir. Nous en ferons certainement d'autres émissions sur ABC Talk TV. Et c'est sûr qu'avec ABC Talk TV, qui est une chaîne de santé et de bien-être, vous êtes sur le bon chemin. À très bientôt. À bientôt.